Et nous sommes prêts. Donc, maintenant j'ai toutes vos questions. Je vais construire la conférence en direct sur vos questions. Ça, au moins, je suis sûre que je réponds à vos questions et que je ne suis pas à côté de la plaque. On se concentre. J'en vois qui se concentrent pour que leurs questions tombent. Et non, hein, on va pas commencer à jouer la compétition entre nous. On est tous là pour la même chose, non? Pour écouter nos enfants, pour apprendre à écouter les émotions. Donc, plutôt que d'être « Oh, je veux que ma question sorte !» Parce que si vous faites ça, si jamais, évidemment, je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Donc, si jamais votre question à vous n'est pas sortie, vous sortirez encore en disant « Oh, j'aurais bien aimé qu'elle réponde à ma question. » Donc, il y a une personne dans une conférence qui m'a dit quelque chose de très chouette. À la fin de la conférence, elle a dit « Vous n'avez pas tiré ma question. Et vous avez répondu pendant la conférence à toutes mes questions. » Waouh, j'ai trouvé ça super. Et donc on va faire comme ça. On va se concentrer pour que je tire la question qui soit la plus appropriée pour débuter la conférence. Et on va trouver des façons de répondre à nos questions. Alors, je tire un papier, et voilà, il faut les lunettes. Une petite fille de 5 ans et demi se réveille plusieurs fois par nuit, toutes les nuits depuis sa naissance. Là, on compatit grave avec les parents. Hein. Des réveils terrorisés. Il y a eu plusieurs consultations chez des spécialistes. Comment gérer? Alors, comment gérer? Au mieux, c'est-à-dire en prenant l'enfant dans les bras et en la câlinant. Seulement, on ne va pas se contenter de gérer. Il y a besoin que ça s'arrête, ça. Hein? Il n'est pas possible, à 5 ans et demi, de se réveiller toutes les nuits en hurlant. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, cet enfant a un souci. Et nous avons besoin de trouver la source de ce souci. Quel peut bien être le souci? Cherchons. Les soucis peuvent être physiologiques, émotionnels. Un souci émotionnel, même à la naissance, ça peut être quelque chose du style un accouchement qui s'est mal déroulé, qui a été éprouvant, difficile. Le tout petit nourrisson a eu peur. Et peut-être que si par exemple la naissance a eu lieu entre 2h et 4h du matin et qu'il s'est passé pour ce petit énormément de choses entre 2h et 4h du matin, que beaucoup d'émotions ont traversé. Alors, émotions, ce sont encore des proto-émotions à cet âge-là. Ça n'empêche que, en pleine nuit, à l'heure où il y a eu la naissance, eh bien, ces émotions vont se réveiller. Et l'enfant ne peut évidemment pas expliquer. Même si elle a 5 ans et demi, elle ne peut pas dire à sa mère « Écoute, maman, je suis vraiment là, j'éprouve de la terreur parce que je n'arrive pas à ça. C'est quand j'étais en train de sortir de ton ventre et il s'est passé tel truc. » Non. Donc, l'enfant est super démuni. Ça, c'est une possibilité. Je dis l'accouchement, ça pourrait être autre chose. Que faire si c'est le cas? D'abord, nous avons besoin de mesurer ce qui s'est passé, parce que dans l'accouchement, s'il y a eu des gros problèmes, il n'y a pas que le bébé qui a eu des problèmes. La maman aussi, le père, tout le monde a eu très peur. Donc il y avait une ambiance de beaucoup de peur. Et il y a d'abord besoin, pour les parents, de pouvoir expulser toutes ces émotions, faire le deuil de la naissance idéale qu'on aurait aimé pouvoir donner à notre enfant. Et vivre, et puis arriver à, une fois qu'on a fait la paix avec soi-même, partager avec l'enfant, raconter à l'enfant sa naissance. Pas raconter à l'enfant, enfin on peut raconter à l'enfant sa naissance vue de l'extérieur. Voilà, tu es passé dans le canal, etc. Mais surtout, en fonction de ce que lui a vécu. Et donc, on va mettre des mots sur son vécu. Tout d'un coup, tu as dû sentir que ça s'est tout bloqué.
Et puis à ce moment-là, ta maman, elle a eu drôlement peur. Ça, c'est si c'est un psy, par exemple, qui va raconter, donc ta maman a eu drôlement peur. Et du coup, toi, t'as senti, dans ton corps, il y avait aussi de la peur et tu savais pas quoi faire. Bref, on va raconter toute l'histoire à l'enfant, de manière à ce que ça fasse sens à l'intérieur de son cerveau. Donc si le trauma est émotionnel, on retrouve la source du trauma et on fournit à l'enfant les outils pour qu'il puisse sortir de ça et ne pas garder ça engrammé. Maintenant, ce n'est pas la seule possibilité. Un nourrisson qui se réveille la nuit en hurlant, eh bien, il serait utile de regarder quelles sont les bactéries qu'il a dans ses intestins. Ça fait beaucoup quand même, entre 0 et 5 ans et demi. Mais si personne ne s'est encore intéressé à ce qui se passait dans ses intestins, ben peut-être bien qu'il y a encore les bactéries qui génèrent ces craintes, ces peurs. Pourquoi ça n'apparaît que la nuit? Eh bien parce que les bactéries ont un cycle et qu'elles se réveillent à ce moment-là, et puis peut-être aussi simplement parce que l'enfant a moins de contrôle. Lorsqu'on est dans la journée, on contrôle, on s'occupe de ceci, on s'occupe de cela, peut-être on a un petit peu mal au ventre. Bref, la piste entérique, c'est-à-dire ce qui se passe dans les intestins, on va la suivre quand on regarde l'enfant. Est-ce qu'il a des selles tout à fait normales ou pas? Est-ce qu'il mange de tout ou pas? Si cet même enfant, à 5 ans, dit « je ne veux manger que des aliments blancs », je peux être certain qu'il y a quelque chose dans ses intestins. Si l'enfant ne veut pas un certain nombre d'aliments, vraisemblablement, il se passe quelque chose dans ses intestins. Si elle se réveille systématiquement toujours à la même heure, alors il se passe probablement quelque chose dans ses intestins. Il y a à l'heure actuelle très peu de médecins qui sont formés à analyser le microbiote, mais il y en a de plus en plus, et on peut de plus en plus savoir ce qui se passe. Sinon, on regarde un petit peu plus loin, vous avez des informations dans mon livre sur le microbiote. Alors, ça s'appelle Bien dans sa cuisine, ou Un zeste de conscience dans la cuisine, sur l'impact de nos intestins sur nos émotions. Avant, on croyait que le ventre c'était le ventre, le cerveau c'était le cerveau. Maintenant, on sait que tout ça, c'est drôlement mêlé, et que les bactéries dans nos intestins génèrent des émotions. Selon les bactéries, nos bactéries vont demander tel ou tel aliment. Si on a des bactéries spécifiques qui veulent du sucre, on va avoir des fringales de sucre. Ça n'est pas nous qui voulons manger du sucre. Ça n'est pas nous qui voulons manger des glaces. C'est pas l'enfant qui veut manger. C'est les bactéries dans ses intestins qui disent « je veux des glaces, je veux des glaces ». Et du coup, nous, on est là, ben voilà, on est juste l'interface. Et il suffit de quelques probiotiques et on n'aime plus trop les glaces. Donc, quelquefois, ça peut être une piste bactérienne. Les pleurs, là, les pleurs durs, mais on sait aujourd'hui que les nourrissons qui pleurent, avant on disait, il y a les pleurs de 18 heures. Et on disait les enfants des coliques. Et donc il y avait des enfants qui avaient beaucoup de coliques. Et les médecins disaient, il a des coliques, point. Et ils faisaient rien pour les coliques. Mais ça veut dire quoi, colique? Ça veut dire qu'il se passe des trucs dans les intestins. Eh bien, on sait maintenant que les enfants qui pleurent beaucoup, entre 0 et 4 mois, ont des bactéries spécifiques dans leurs intestins. Ils les ont tous. Et dès qu'on leur donne des probiotiques, ils arrêtent de pleurer. Tout n'est pas des émotions. Parfois, c'est juste que l'enfant, il a mal au ventre. Quand les bactéries se réveillent, et donc il y a 6 ou 7 types de bactéries qui sont là. Et pourquoi ça s'arrête à 4 mois? Parce que ces bactéries sont présentes jusqu'à l'âge de 4 mois. Et ensuite, il se passe d'autres choses dans les intestins, c'est quand même très bien régulé tout ça. Mais quelquefois, pour certains enfants, c'est moins bien régulé. Autre chose qui peut se passer, c'est que l'enfant a un souci dans son cerveau.
terreur. Il se réveille, cette toute petite, avec des terreurs. Des terreurs, alors, c'est possible qu'il y ait eu un trauma. C'est possible que les parents soient vraiment très autoritaires. Et c'est possible que pas du tout. C'est possible que les terreurs n'aient rien à voir avec le type de parentalité, mais soient juste déclenchées par une réaction comme un bug dans le cerveau. Et quand il y a un bug dans le cerveau, eh bien, le bug, comme un ordinateur, à chaque fois qu'on arrive sur le même truc, boum, ça déclenche une réaction. Et ça se soigne. Aujourd'hui, ça se soigne par les techniques de neurofeedback. Alors, on trouve des tas de trucs dans les hôpitaux, mais très souvent, les médecins n'utilisent pas ces grandes techniques de neurofeedback pour des terreurs nocturnes. Le neurooptimal est un des outils les plus performants pour ça, et on trouve des praticiens de neurooptimal un petit peu partout maintenant. Le neurooptimal, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes cérébrales et qui va permettre au cerveau de s'auto-réparer en envoyant juste un feedback par un arrêt d'une musique ou d'un petit film que l'enfant est en train de regarder. J'ai quelques témoignages de terreurs nocturnes qui se sont complètement arrêtés grâce au neurofeedback en une séance. Quelquefois, il faut 2, 3, 4 ou 5 séances, ça dépend. Nous avons aujourd'hui des ressources et pensons vraiment que tout n'est pas émotionnel. Donc, vous regardez sur Internet, neurooptimal, praticien neurooptimal, vous trouvez ça. Voilà pour la première question. Donc, émotionnel ou bien physiologique, le cerveau ou les intestins. Un garçon de 4 ans et demi qui pleure systématiquement en cas de désaccord ou de contrariété. Toute circonstance négative pour lui. C'est embêtant s'il pleure systématiquement en cas de désaccord, parce que, bon, 4 ans et demi, c'est vrai qu'on est déjà un petit peu moins en colère, mais c'est vrai que quand on est en désaccord, c'est quoi l'émotion du désaccord? La colère. Eh ouais, on ose à peine le dire. Eh ouais, c'est la colère. Si je suis en désaccord, vous demandez, vous dites non, on est en désaccord avec un enfant de 2 ans, il pleure? Non. Il va dire sa colère, il va exprimer. 4 ans et demi, celui-là, il pleure systématiquement. Déjà, le mot systématique nous fait penser qu'il n'est plus dans une émotion. Quand c'est systématique, c'est plus une émotion. Une émotion, c'est une réaction physiologique de l'organisme qui nous aide à nous adapter à l'environnement. Donc, lorsqu'il y a un danger, j'éprouve de la peur. Lorsqu'il y a une frustration, j'éprouve de la colère. Donc oui, c'est vrai, chaque frustration, je vais éprouver de la colère. Mais là, ce qui est dit, c'est que c'est systématique en toutes circonstances. Et puis, les pleurs, bon, bien sûr, on peut pleurer de rage, pleurer de colère, mais là, on voit que l'enfant ne montre pas sa colère. Donc, probablement, cet enfant-là a appris à dissimuler sa colère sous une autre émotion. Une émotion, c'est une réaction utile. C'est une réaction qui permet de se réparer. La colère, regardons ce que fait la colère. La colère, c'est une émotion qui nous aide à nous réparer. Quand, par exemple, il y a 2 personnes bien rondes, bien entières. Une blesse l'autre. Ou alors, on pourrait dire, le parent frustre l'enfant de 4 ans et demi. Et donc, du coup, l'enfant de 4 ans et demi, il a un petit trou, il est frustré, quoi. Et là, c'est, oh, je voulais ça, je peux pas l'avoir. Oh, c'est sûr, si je m'arrête là, je pleure. Et puis après, quand je me regarde dans la glace, je me dis, oh, bah, je suis pas normale, je suis pas comme les autres, il me manquait un truc.
La colère, c'est l'émotion qui va nous aider à nous réparer. Au lieu de rester comme ça, coincé, je vais m'affirmer. Et donc la colère, ça n'est absolument pas aller abîmer l'autre. Par exemple, vous êtes en voiture. Vous êtes en voiture, vous venez d'acheter une voiture toute neuve. Et là, il y a quelqu'un qui vous cogne votre voiture. Vous descendez de la voiture furieux, vous prenez votre masse et non. Ça, c'est la violence. La colère, c'est je descends de ma voiture et je fais un constat. Je nomme les dégâts et les responsabilités. Ça, c'est la colère saine. Ensuite, je vais réparer. C'est ce qui vous fait rigoler. Là. Ensuite, je vais réparer ma voiture. Alors, de nos jours, une voiture abîmée, on change carrément toute la voiture, mais dans le temps, quand on avait une petite bosse concave sur sa voiture, le carrossier prenait sa masse et il tapait de l'intérieur vers l'extérieur pour rétablir la carrosserie. C'est ça la colère. Quelqu'un me fait un truc, la colère c'est dire « Ha !» Je me répare. Si on ne se répare pas quand on nous blesse, donc hop on blesse, hop on blesse, hop on blesse, hop, hop, eh ben, je me retrouve assez rapidement comme ça. Et du coup, quand je me regarde dans la glace, je me dis, ouh. Surtout que votre voiture toute neuve, vous faites super attention en vous garant. Mais dès qu'elle a été baignée une fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce que vous faites avec votre voiture? Ping, 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 voilà, on s'en fiche. Et c'est un peu ce qui se passe avec notre corps. C'est un peu ce qui se passe avec notre psychisme. Si nous n'arrivons pas à dire notre colère à chaque fois que nous sommes blessés, eh bien petit à petit, on en vient à penser qu'on ne vaut pas le coup et que on peut bien prendre un coup de plus, oh là je peux prendre un coup de plus et pourquoi pas, etc. Et puis il y a un autre souci, c'est quel genre de personne on rencontre. Si je me suis réparée, ça va, si je ne me suis pas réparée, eh bien je vais probablement rencontrer quelqu'un qui est un peu bizarre comme moi. Parce que ceux qui sont bien ronds, ça ne les intéresse pas tellement. Il n'y a pas à quoi s'accrocher. Donc, on va se faire mal l'un l'autre. Souvent, on se demande pourquoi est-ce que les gens comprennent exactement là où ça nous fait mal. Donc, l'idée, la colère, c'est ce qui répare lorsque nous avons une frustration, une blessure. C'est, on revient à cette image-là, la colère, ça part de l'intérieur de soi et ça dit stop. Non. De l'intérieur, je vais nommer les dégâts, voilà ce que ça me fait, et je m'affirme. Du coup, ce petit garçon de 4 ans et demi, au lieu de temps en temps d'être en colère, de temps en temps d'être triste, de temps en temps d'avoir peur, systématiquement il pleure. Ça veut dire qu'il n'est pas dans une émotion. Il y a l'émotion qui vient, mais là il n'ose pas exprimer son émotion. Il exprime ce qu'on appelle une réaction émotionnelle parasite. Il met des pleurs à la place de tout le reste. Et du coup, bien sûr, nous on est tous démunis. Parce que c'est ça la clé. Lorsque nous comprenons immédiatement ce qui se passe pour l'autre, c'est qu'il est vraisemblablement dans une véritable émotion. Si on se sent démuni face à la réaction émotionnelle de l'autre, c'est que ça n'est pas une émotion. C'est une réaction parasite. Une réaction parasite peut être divers et variée, mais si c'est tout le temps, et là l'idée, systématiquement, il pleure, ça veut dire qu'il ne sait faire que ça, il a appris à mettre du pleur à la place de sentir sa force. Du coup, comment faire? Maintenant que j'ai compris ça, je me dis, oh, mon petit garçon de 4 ans et demi, j'ai besoin de l'aider à avoir plus de pouvoir personnel. Et donc, je vais lui dire, tiens, prenons cette feuille de journal. Donc, un jour où je viens de lui faire il faut faire un petit peu avant.
qu'il se mette à pleurer. Donc je l'entraîne. Quand on veut enseigner une compétence à un enfant, on ne se débrouille pas, on ne le fait pas au moment où il y a le problème. On le fait au moment où on est calme, on est en train de jouer, tout ça. Et donc, de venir être mon petit garçon de 4 ans et demi. Et donc, mon petit garçon de 4 ans et demi, regarde ça. Tu vois ça? Maintenant tu me regardes dans les yeux et tu vas faire le ninja. Là. Toujours quand vous faites ça, vous prenez la précaution de prédécouper un tout petit peu, hein. Sinon il se coupe. Sans colère. Oui. Oh. Et comment il se sent? Ah. Voilà. On va enseigner aux petits garçons de 4 ans et demi toutes sortes de choses pour se sentir fort. On va jouer avec lui sur le lit, faire une bagarre, et il va tout le temps être plus grand que nous et réussir à nous mettre par terre. On va jouer à « Oh, tu m'as poussé, oh non, t'es fort !» et on tombe. On va faire des tas de trucs où on va l'aider à sentir son pouvoir. On va jouer au foot avec lui. Et vas-y, mets-moi un but. Oh, t'as encore mis un but. Oh, décidément, j'y arrive jamais. Et hop, nous, on fait celui qui réussit jamais rien pour que lui, il se sente de plus en plus fort. Et une fois qu'il se sent bien fort, on lui réapprend le ninja. Une fois qu'il maîtrise le ninja, au moment où on lui dit un truc qui va pas lui plaire, on se prépare, on prend le papier. Et donc, ah oui, t'aurais bien aimé aller chez ton copain Jérémy et ça va pas être possible. Ninja! Et là, du coup, là! Et du coup, il se répare parce que l'objectif de la colère, c'est de se réparer. Un enfant plus petit, on va lui enseigner à taper des pieds. Bref, on va enseigner à l'enfant des techniques, des stratégies pour pouvoir sentir. S'il pleure tout le temps, c'est qu'il a besoin de plus de pouvoir personnel. Et donc je l'aide. Comment accompagner un enfant lors de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur? Alors là, je bois un coup, hein, parce que c'est du stress, hein. Je connais bien le truc, je suis l'aîné. Alors déjà, on est venu au monde, le premier. Les parents sont fascinés par moi, tout va bien. Je suis leur déesse. Et par contre, ils sont pas encore très doués, hein. Ils y connaissent rien. Donc ils sont tout tremblants sans arrêt. Ils n'arrêtent pas de stériliser tous les machins. Le moindre truc, ils se précipitent chez le pédiatre. Bref, j'ai pas encore des parents très top. Ils sont anxieux. Et du coup, ils sont tellement anxieux que pas évident de réussir à sentir un mot, hein. Bon, bref. Ensuite, ils me disent, on t'aime tellement, on va prendre une deuxième. On dit rien, hein. Ensuite, les parents nous mentent. Ils disent, tu vas jouer avec lui. Au début, on y croit. Parce qu'on a vu à l'école, d'autres enfants, ils ont des copains, des frères et sœurs qui jouent. Mais nous, celui qu'on va avoir, c'est un petit truc qui ne joue pas du tout. Et dès qu'on va l'arriver, alors on me dit qu'il va pouvoir jouer au ballon avec toi. Je peux juste lui donner un coup de pied pour faire le ballon, mais sinon, il ne joue absolument pas. Il va falloir pas mal de temps avant qu'il joue. Donc non, c'est pas un copain. Et en plus, il me pique, ma maman. Bon, quelquefois, mon papa s'occupe un peu plus de moi. Et ma maman, elle n'a pas toujours compris ce que c'était que l'attachement. Et du coup, elle ne réalise pas toujours les erreurs qu'elle peut faire. Donc, déjà,
Elle me dit, quand je lui dis, tu m'aimes, maman? Mais oui, je t'aime tout pareil qu'avant. Elle raconte des trucs du style, le cœur d'une maman, plus ça a d'enfants, plus ça grandit. Il y a toujours de la place pour chaque enfant. Et moi j'ai très vite compris, c'est pas vrai du tout. En plus elle cherche à me rassurer, c'est bien la preuve qu'elle me ment. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que clairement j'ai moitié moins, si ce n'est plus. Maman fait des efforts. Et donc, quand le bébé dort, il dort, maman me dit, on va jouer ensemble, le bébé dort, je suis disponible pour toi. Et elle n'est disponible que moi que parce que le bébé dort. Donc moi je dis non. Non, ça va. Mais tu sais, je suis disponible pour toi là maintenant, on peut jouer. Et une fois qu'il sera réveillé, je serai à m'occuper de lui, donc ce sera trop tard. Non, mais arrête, je suis bien en train de jouer toute seule, là, tout va bien. Et on la croit. Et donc on la laisse, on va téléphoner une copine, on fait autre chose. Et enfin non, si on téléphone à une copine, elle rapplique. Mais ça... Ah, c'est pour ça. Mais oui, en fait. Pour quelle raison est-ce que le grand ou la grande n'est pas intéressé à jouer avec nous quand on est disponible? C'est parce que on est disponible. Et dès que le bébé se réveille, immédiatement, donc nous, on y va, on prend le bébé dans les bras, la grande arrive, maman, j'ai envie de faire pipi ou un truc. Et là, malheureusement, et j'avoue que j'ai fait ça aussi, on dit à l'enfant, écoute, tout à l'heure, je t'ai proposé du temps, j'étais disponible, maintenant le bébé s'est réveillé et donc tu attends ton tour. Et la grande se dit, j'avais bien raison de penser qu'elle n'aime plus, elle préfère le bébé. Tout ça parce que nous, on ne réalise pas, d'abord, qu'un enfant ne peut pas se projeter dans le temps comme ça. Et ça veut rien dire quand le bébé se réveillera et compagnie, tout ça. Mais en plus, dans la théorie de l'attachement, on réalise que le parent, c'est comme un porte-avions. Le porte-avions est là. Quand je suis un tout petit bébé, j'ai absolument besoin d'être tout le temps sur le porte-avions. Mais quand j'ai un peu grandi, j'aime voler, aller explorer un peu. Je me remplis de carburant sur mon porte-avions, puis je vais un petit peu explorer. Seulement, je regarde tout de même. Est-ce qu'il y a toujours ma place sur le porte-avions? Tant qu'il y a ma place disponible, je vais voler très très loin toute seule. Mais si jamais il se pose un truc sur le porte-avions, ma place, je reviens. Et c'est pour ça que notre enfant joue tranquillement toute seule, et dès qu'on téléphone à une copine, elle vient. Et dès qu'on prend le bébé dans les bras, elle vient. C'est juste une réaction biologique. Une réaction biologique dictée par le cerveau, une réaction mammifère de tous les mammifères. Ma figure d'attachement est indisponible, j'y vais. Regardons un petit film pour mieux comprendre. Le pionnier est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby. Il s'est inspiré des recherches sur les animaux et en particulier des découvertes de l'éthologue allemand Konrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte.
Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mère naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. Inspiré par ces deux chercheurs, Bowlby élabore sa théorie de l'attachement. Selon cette théorie, l'enfant vient au monde avec des savoir-faire innés. Il sait regarder, il sait sourire, et cela lui permet d'entrer en relation avec les autres, et donc de survivre. La mère, de son côté, est intuitivement en mesure d'être proche de son bébé. Ces échanges nourrissent l'attachement, qui est l'équivalent de l'empreinte chez l'animal. Alors évidemment, nous, c'est pas l'empreinte, hein. Un petit caneton, il sort de l'œuf, première personne qui est là, Konrad Lorenz ou un robot, ils ont fait des tas d'expériences avec toutes sortes de trucs, ils s'attachent au premier truc qui va bouger. Heureusement, nos enfants ne s'attachent pas à la première chose qui va bouger, sinon ils seraient tous attachés à la sage-femme. Pour un enfant, l'attachement se construit pendant les 9 premiers mois de la vie. Et la figure principale d'attachement, c'est la personne qui s'occupe prioritairement du bébé pendant les 9 premiers mois de sa vie. Cette figure d'attachement, le plus souvent la mère dans notre société, mais ce n'est pas une question de sexe, c'est vraiment la personne qui s'occupe prioritairement du bébé. C'est la personne vers laquelle on se tourne lorsqu'on a besoin de sécurité. Et mesurons que ça n'est pas une comédie, mais un réflexe. C'est dirigé par les circuits dans le cerveau qui automatiquement font « ma figure d'attachement, elle est où? Elle n'est pas disponible, je la cherche ». On a tous été dans une gare, par exemple. On a un enfant à la main, maman est 2-3 mètres devant, et c'est papa qui tient l'enfant à la main. Parce que c'est une gare, il y a beaucoup de stress. Alors l'enfant, il se met à pleurer parce que maman, elle n'est pas là. Elle est à 3 mètres devant. Mais il pleure parce qu'il n'est pas en sécurité. Sa figure d'attachement est trop loin. La figure principale d'attachement. Si maman n'est pas là du tout, il est avec papa, tout va bien. Mais s'il perçoit maman, il faut qu'elle soit là. Et donc mesurons à quel point c'est archaïque, fondamental, et pas sous la dépendance de la raison. Et donc ça sert à rien de dire à l'enfant « Écoute, je t'ai donné, là, je joue avec toi depuis 2 heures, je peux bien téléphoner à une copine, j'ai bien le droit un petit peu à avoir quelques minutes à moi, non. » Parce que quelquefois c'est ça, on se met à faire de la compétition avec nos enfants. Et donc l'enfant, non. Quand on a la copine au bout du fil, il suffit juste de la regarder. La copine, elle est adulte, elle peut attendre un tout petit peu. Et donc là, je me tourne vers l'enfant et je lui dis quelque chose de chaleureux, de tendre. « Oh oui, ta tour de cube !» 2-3 minutes, même pas, quelques secondes. Je remplis son réservoir et elle peut repartir et je peux retéléphoner à la copine. Pareil avec le bébé. Quand j'ai le bébé dans les bras, au lieu de lui dire « Écoute, j'étais disponible tout à l'heure », je lui dis « Ah oui, tu as vu, j'ai déjà le bébé dans les bras. Oh là là, et dis donc, et donc je parle un tout petit peu avec elle pour remplir son réservoir. Je m'intéresse à elle, je lui fournis l'amour dont elle a besoin. Comment préparer? Arrêtons de mentir. On peut dire à un enfant, oui, ça va être dur. Mais parce que c'est vrai. Au moins, au moment où c'est dur, l'enfant dit « Ah, maman, elle me l'avait dit que ça serait dur. Ok, eh ben, je peux en parler avec elle. » Et du coup, on peut communiquer, on peut dire comment c'est dur. Parce que c'est vrai que c'est dur pour un peu tout le monde. Et il y a des moments super et des moments où c'est dur, parce que c'est sûr, on ne peut plus être dans les bras autant. On ne peut plus... Voilà, il y a des tas de moments où maman n'est pas disponible. Alors, on ne dit évidemment pas à l'enfant « Oui, ma chérie, je vais t'aimer beaucoup moins. » C'est pas vrai.
Mais on lui dit, eh oui, ça se peut que tu aies l'impression que je t'aime moins parce que la réalité, ça va être que je vais pouvoir te donner moins de temps. Surtout si tu as cette impression que je t'aime moins, tu viens me le dire. Parce que c'est pas du tout ce que je veux. Et c'est drôlement important que tu continues à sentir tout l'amour que j'ai pour toi. Mais c'est sûr que des fois, ça va t'arriver d'avoir cette impression-là. Et c'est vraiment utile que tu viennes m'en parler. Et la réalité, c'est que, ben oui, quelquefois, je serai occupée avec le bébé et ça va te frustrer. Et c'est frustrant. Cessons de vouloir que tout soit content tout le monde, parce que dans la réalité, nous avons à traverser des émotions difficiles. Et on va accompagner l'enfant. Parfois, tu auras peur. Parfois, tu peux te dire que je t'aime moins. Parfois, tu peux être en colère. Parfois. Et donc, je nomme les différentes émotions par lesquelles il peut passer. Et surtout, quand je vois qu'il fait une crise parce que je ne lui donne pas le gâteau qu'elle veut, je réalise que c'est probablement pas le gâteau. Et là, je laisse tomber les gâteaux et je me mets à côté de ma gamine et je lui dis « Eh ben dis donc, c'est pas marrant, hein, je suis tout le temps avec le bébé. » Même si c'est pas vrai, on s'en fiche, mais dans son vécu à elle, on est tout le temps avec. Donc, je lui dis, je reflète son vécu. Ouais, c'est pas marrant que je sois tout le temps avec. Et toi, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Et si elle ne me dit pas, j'ai peur que tu m'aimes moins, eh bien je le dis. Tu as peur parfois que j'ai moins de place pour toi dans mon cœur. Tu as peur parfois que je t'aime moins. Dis-moi comment. Dis-moi ce que ça te fait à l'intérieur. Parce que ce que moi je peux dire, oui. Ah bah oui, lui tout le temps, tu lui fais des câlins et tout, et moi, tu me fais plus des câlins. Ah, et donc du coup, quand je prends l'autre bébé dans mes bras, tu as l'impression que je t'aime moins. Viens mon chéri. Et là, on lui donne à elle. Bien sûr, pendant ce temps-là, on a demandé à l'autre parent de gérer le bébé. Parce que si on est en plein milieu et que le bébé se met à pleurer, on ne peut pas faire attendre un bébé non plus. Hein. Donc, c'est vrai que c'est hyper dur quand on est un tout seul parent et qu'on a 2 enfants. C'est hyper dur. Et c'est pas grave si de temps en temps, on n'écoute pas. Les enfants n'ont pas forcément besoin qu'on soit parfait. De temps en temps, on n'est pas dispo. De temps en temps, voilà. On ne peut pas être 100% tout le temps. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse réparer. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir donner un temps particulier, spécifique à chacun. Quand on va avoir un deuxième enfant, et quand on a le deuxième enfant surtout, parce que la préparation avant, oui, bien sûr, mais un tout petit enfant, il n'imagine même pas ce que ça va être. D'ailleurs, même nous, hein, on est adultes, on n'avait pas du tout imaginé que ce serait ça le deuxième enfant. Donc, encore moins le petit. Alors, voyons une autre question. Ma fille de 2 ans et demi, dans une situation où elle pourrait se faire mal, basculer d'une chaise, s'exprime verbalement en disant « je voudrais me casser la tête ». Waouh! Ça, c'est original. Alors là, je n'ai pas eu cette question-là. Je réfléchis. Pour réfléchir, je fais comme l'enfant. Et c'est ça que nous pouvons faire. Quand on ne sait pas, on imite l'enfant. Comme ça, on le sent dans notre corps. J'ai 2 ans et demi et... Alors oui, non, une chaise. Je peux basculer d'une chaise. Donc, 2 ans et demi, c'est vraiment petit pour elle ne peut pas vraiment se bouger sur la chaise. Donc, peut-être ça doit être une plus petite chaise. Mais elle dit, je voudrais me casser la tête. Donc ça, c'est vraiment une blessure profonde. Soit elle souffre physiquement de quelque chose, soit elle a entendu quelqu'un qui lui a dit à l'école, à la crèche,
oh, toi t'es trop, on devrait te tuer. Ou tu devrais être morte. Ou je vais te casser la tête. Ben, peut-être bien qu'elle a entendu quelque chose qui l'a figée à l'école ou à la crèche. Parfois, on est figé comme ça par quelque chose qu'on nous a dit. Et après, eh bien, on va le ressortir en général à maman. Donc là, la question, c'est savoir, est-ce qu'elle va faire ça devant sa maman ou bien devant n'importe qui? Si elle le fait précisément, surtout devant maman, c'est probablement qu'elle est en train de vouloir dire à la figure d'attachement, puisque donc l'enfant montre tout ce qui ne va pas dans son cœur, il le montre en priorité à sa figure d'attachement principale, puis aux autres figures d'attachement. Mais donc, s'il le fait prioritairement devant maman, ça veut probablement dire qu'il est en train de dire, la petite fille donc, elle est en train de dire, maman, j'ai un souci là, quelqu'un m'a dit quelque chose, ou j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose, et je ne sais pas trop quoi faire avec ça, aide-moi. Et donc, il ne s'agit pas de dire, mais arrête, tu vas tomber, etc., mais plutôt de se mettre à côté de la petite fille, qui parle déjà très très bien. Et donc, qui a dit ça? Où est-ce que tu as entendu ça? Qu'est-ce que tu veux dire là? Casser la tête. Tout de suite, nous, ça nous fige aussi. Si ça nous fige, probablement qu'elle, elle est figée aussi. Mon job, c'est de l'aider à se défiger. Et donc, si c'est ça, je l'aide à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui lui a dit ça, etc. Et j'explique. Peut-être qu'elle a entendu quelqu'un qui lui dit, parce que parfois les adultes ne sont pas très adroits, et ça se peut qu'elle ait juste entendu quelqu'un qui dit « Arrête de te balancer comme ça, tu vas te casser la tête !» Ça peut arriver, hein? Et si on dit un truc comme ça, elle a 2 ans et demi, donc elle a entendu balancer, casser la tête, et elle aime se balancer. Donc, elle se balance et elle dit « Je veux me casser la tête !» Tout simplement, hein? Parce que quand on a 2 ans et demi, on n'est pas encore capable de maîtriser la notion de cause à effet. Pour nous adultes, c'est tellement évident que si elle se balance, elle risque de tomber et se casser la tête, mais pour un enfant de 2 ans et demi, la relation de cause à effet n'est pas encore construite. Il y a une corrélation, on n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse ne pas comprendre la cause à effet, la causalité. Mais ça devient difficile pour moi d'arriver à me concentrer avec les bébés. Désolée, mais c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ces bébés? Quel est le besoin du bébé? C'est déjà un peu trop, hein, donc on ne sait plus trop ce dont il a besoin. En tout cas, il n'aime pas trop la conférence. Plus du tout, j'en ai. Cause à effet, oui. Donc, à 2 ans et demi, la relation de cause à effet n'est pas construite dans le cerveau. Ça viendra bien plus tard. Ça se construit petit à petit. Hein. Complètement intégrer la causalité, complètement intégrer 14-15. Complètement, hein. Complètement. Avant, bien sûr, qu'il y a causalité, genre, à 4 ans, ils comprennent que si je lâche une pomme, elle va tomber, elle va s'écraser, oui. Mais à 2 ans et demi, non. À 2 ans et demi, je vois un truc, et surtout si le parent m'a dit « Attention !» Du coup, il faut absolument que je le refasse. Parce qu'à 2 ans et demi, on a une intelligence sensorimotrice. On ne sait pas se faire des images dans la tête, on sait seulement « Oh !» Elle a dit balancer et casser la tête. Ça doit être sympa, casser la tête. Et donc, en tout cas, balancer, c'est sympa. Et donc, balancer, et du coup, j'assume que je veux pouvoir me balancer
et maman ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer, devient je veux me casser la tête. Donc il n'y a pas forcément non plus un drame en dessous. Peut-être c'est tout simplement une contraction comme ça de quelque chose qu'on a dit. Dès qu'on dit quelque chose à un enfant en lui faisant peur, on lance dans son cerveau le circuit de stress. Un enfant ne peut pas se permettre de faire peur à sa maman. Donc, si maman a l'air fâchée en disant « Descends de cette chaise tout de suite, tu vas te casser la tête », la petite fille de 2 ans et demi, immédiatement, elle fonce sur la chaise parce qu'il faut absolument tout de suite comprendre pourquoi maman elle a dit ça. J'ai pas encore la cause à effet, donc il faut que je comprenne. Donc, hop, je m'y mets. Et je le fais. Et je le fais en général avec le sourire. S'il n'y a pas le sourire, c'est peut-être pas ça. Mais s'il y a le sourire, ça veut dire « Regarde maman, je suis en train de faire ce que tu as dit. » Je le fais bien, non? J'essaye de m'approprier la consigne et je le fais avec mes moyens à moi. Même si à 2 ans et demi, cette petite fille parle déjà très bien, quand même, elle a encore une intelligence sensorimotrice, ça veut dire qu'elle a besoin de faire les choses. 2 ans et demi, c'est dangereux de donner un interdit. Si vous dites « Tu ne touches pas à ce placard », la petite fille en vous souriant. Pourquoi? Parce que déjà, ne pensez pas à une girafe. Je vous surveille, hein? Ne pensez pas à une girafe qui serait en train de manger des feuilles très haut dans un arbre. N'y pensez pas. Oh, je vois, vous êtes bien désobéissants tous. Hein? Donc, voyez ce qui se passe. Dès qu'on dit ne pas quelque chose, on pose un interdit, on est sûr qu'on dirige le cerveau vers ça. Si je pose un interdit à un enfant de 2 ans et demi, je dirige son cerveau vers ça. Donc, ne te balance pas sur la chaise, ça veut dire balance chaise. L'enfant n'entend pas la négation. Il n'a pas la capacité. Nous, encore à la rigueur, quelques-uns, on aura dit vite, je vois un zèbre, sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais un enfant de 2 ans et demi n'est pas capable de remplacer une image par une autre. Il a juste besoin d'expérimenter et faire ce qu'on lui demande. Et ensuite, il a bien compris qu'il y avait un truc où maman est fâchée. C'est pour ça, grand sourire. Grand sourire. Quelquefois, on interprète ça comme de l'ironie ou de l'insolence. Mais je viens de dire de ne pas le faire et toi tu le fais. Ben, c'est juste que j'essayais de comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, quand notre enfant est en train de chercher à s'approprier une consigne, il est en train de chercher à s'approprier une consigne. Alors, un petit garçon de 5 ans ne veut pas s'approcher ni parler à des inconnus ou de la famille qu'il ne voit pas souvent. Il s'isole, il s'assoit dans son coin. À l'école, il se mélange avec les copains qu'il connaît, mais pas avec les autres. Et on apprend donc comment réagir, comment s'y prendre face à cette réaction, jusqu'où peut-on l'encourager, oui, parce que nous, on veut toujours encourager. Et ces petites précisions, c'est le cadet de la famille. Enfin, ça pourrait être un autre. Un garçon de 5 ans, eh bien, c'est déjà plus un petit garçon de 4 ans. Ça commence à être grand à 5 ans. Mais grand, le cerveau commence à fonctionner pas mal. Et il commence à y avoir un peu de honte, un peu de conscience de qu'est-ce que les autres peuvent penser de moi. Ça va monter encore, mais déjà à 5 ans, ça arrive, ça commence. Les enfants particulièrement intelligents vont être plus anxieux et aller un peu moins vers les autres, dès 5 ans. 3 ans, il allait, enfin pas tous, mais 5 ans. Et donc là où je suis en sécurité, là où je sais faire, ça va. Mais là où je sais moins faire, je n'y vais pas. Et d'abord, je regarde. Je regarde, j'observe comment ça se passe. Cette personne-là, je ne la connais pas, j'attends. J'observe comment elle se comporte. Une fois qu'elle est assise à table,
je lui rapporte un dessin pour lui montrer, mais seulement une fois qu'elle est assise. Si mes parents me disent « Viens dire bonjour à la dame », on se cache. Donc c'est relativement un comportement naturel à 5 ans. Et c'est pas forcément un problème. Après, il y a des enfants qui à 5 ans sont vraiment beaucoup plus anxieux que les autres. L'anxiété, c'est une marque d'intelligence. Ça a coévolué avec l'intelligence. C'est parce que nous sommes anxieux, nous les humains, que nous avons développé toute notre intelligence, ou bien parce que nous avions nos intelligences, que nous avons été anxieux. Ce n'est pas une relation de cause à effet, c'est une relation de corrélation. En même temps, l'intelligence a grandi avec l'anxiété. Pourquoi? Parce que nous, les parents, on voudrait que nos enfants ne soient pas anxieux. On aimerait que nos enfants soient populaires, qu'ils aillent voir les autres facilement, etc. On ne se rend pas compte que ça, c'est vraiment très très risqué comme comportement. Mais on aimerait que nos enfants soient épanouis et que donc ils aillent facilement, qu'ils disent bonjour à tout le monde, etc. Qu'ils aient confiance en eux. Très très mauvaise idée. D'abord, les enfants qui sont très 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 confiants comme ça, quelquefois, ils ne voient pas les problèmes. Si vous êtes anxieux, vous regardez la situation. Vous observez et vous dites, oh, si je vais là, eh bien, il peut se passer tel truc. Si je vais, mais il y a plusieurs façons possibles de faire. Donc, quand on a une intelligence qui fonctionne bien, on voit plein de possibles. Et du coup, c'est un peu paralysant. Quel chemin je vais prendre? Et on voit tout ce qui peut se passer. À 5 ans, un enfant commence à se faire des images dans sa tête. Il commence à pouvoir comparer, il commence à savoir. Là, je peux, mais il n'a pas encore vraiment la capacité de se faire un grand film dans sa tête, donc c'est pas encore simple. Mais il voit ça. Si l'enfant n'a pas cette capacité de voir plein de chemins, il voit une seule route, j'y vais. Mais quelquefois, je tombe. Tous les grands chefs d'entreprise sont de grands anxieux. Si vous lisez les journaux, toutes les stars sont de grands anxieux. Tous les gens qui réussissent sont de grands anxieux. Alors arrêtons de vouloir que nos enfants soient anxieux. Tout va bien, l'anxiété, par contre, on peut l'accompagner. Et donc on va se mettre à côté de l'enfant. Et donc, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois les autres jouer? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? On va aider l'enfant à sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui. Peut-être quand même qu'une des raisons, c'est qu'il a une insécurité plus profonde. Si le même enfant n'est pas très doué au foot, n'aime pas se balancer sur la balançoire, n'est pas très jeu dehors, je peux me dire, tiens, son insécurité peut-être pourrait être liée à autre chose que de l'anxiété naturelle liée au développement de son intelligence à 5 ans. Peut-être qu'il pourrait avoir un réflexe archaïque permanent. Peut-être bien que l'insécurité dans son corps est liée au fait qu'il n'a pas un rapport avec la gravité très solide. Peut-être bien qu'il se passe des choses dans son corps qu'il ne maîtrise pas. Quand il bouge la tête, pof, il y a son bras qui bouge. Là, je peux me rendre compte comment ça se passe à l'école. Est-ce qu'il maîtrise? Est-ce qu'il est à l'aise? Si on voit que l'enfant n'est pas très à l'aise corporellement, on peut se poser la question de est-ce qu'un réflexe, vous savez, quand on est fœtus, on est déjà équipé de certains réflexes qui vont nous permettre de vivre les premiers jours de notre vie en grande sécurité. Et il y a les réflexes qui nous permettent de nous retourner au moment de la naissance, il y a des réflexes de succion. Dès qu'on sort, on va pouvoir trouver, on va d'abord réussir à ramper jusqu'au sein, on va téter. Tout ça, ce sont des réflexes. Le bébé se dit pas « Ah, il faut que je pose ma bouche comme ci, comme ça ». Non, c'est un réflexe. Et ces réflexes, lorsqu'ils sont
activés, lorsqu'ils sont utilisés, ils s'éteignent pour faire ensuite place aux réflexes posturaux, qui donnent donc la sécurité, la stabilité, etc., la capacité de gérer les mouvements. Parfois, pour des raisons XY, eh bien, l'enfant ne développe pas cette sécurité intérieure et surtout, il n'utilise pas totalement le réflexe. Et quand il n'a pas totalement utilisé un réflexe, ou quand dans son cerveau, le réflexe, ça n'a pas maturé suffisamment, il n'a pas intégré la posture et du coup, il ne maîtrise pas tout à fait tous ses gestes. Et du coup, ça insécurise. Parfois, un enfant peut être insécurisé aussi parce que il ne voit pas correctement. Près de 50% d'entre nous avons un problème de convergence oculaire. Quand j'étais enfant, mes frères se moquaient de moi tout le temps et les profs de tennis n'arrêtaient pas de me houspiller parce qu'ils me disaient « Isabelle, fais un effort, tu te positionnes mal par rapport à la balle. Positionne-toi correctement. » Moi j'essayais. Et ce n'est qu'il y a 3 ans, 4 ans maintenant, que j'ai enfin pu taper la balle. Parce que j'ai été voir Loïc Rollin, un orthoptiste qui m'a remis les yeux droits. Ça ne m'a pas empêché d'être celle que je suis aujourd'hui. Ça n'empêche que toute mon enfance, c'était la balle de tennis, mais c'était surtout sauter de rocher en rocher. Panique. Parce que je ne les voyais pas bien. Mais je ne savais pas que je les voyais pas bien. Je voyais bien le tableau à l'école. Je voyais bien... Enfin, j'étais myope, mais quand même, je voyais des trucs. Mais j'avais ce tout petit défaut de convergence oculaire qui me donnait une insécurité. Et quand on a cette petite insécurité, c'est-à-dire, je pouvais pas... Voilà, c'est pas seulement la balle. C'est toutes les balles qu'on me lançait, j'étais maladroite. Du coup, je jouais pas au ballon avec les autres. Je détestais les ballons prisonniers et tous les trucs comme ça, parce que j'étais pas aussi bonne que les autres. Du coup, j'allais toujours avec les gens à qui il n'y avait pas de problème, et pas les nouvelles personnes, j'allais pas m'exposer à vivre des choses que je savais pas comment ça allait se passer. Dès que ça bougeait un petit peu trop, j'y allais pas. Et donc, on m'a mis l'étiquette de anxieuse, mais en fait, j'avais juste un petit problème de convergence oculaire. Donc, quelquefois, un enfant a un problème de convergence oculaire. De toute façon, faisons tester nos enfants parce que c'est extrêmement fréquent. Et c'est de plus en plus fréquent avec tous nos tablettes et autres ordinateurs. À l'école, on teste la vision, la capacité visuelle, mais on peut avoir 10 sur 10 et un œil légèrement qui ne converge pas correctement. Ça veut dire, pour pouvoir voir une image claire, nos yeux croisent leurs informations. Et s'il y a un petit décalage, eh ben, on ne voit pas forcément tout. Tout ça va générer de l'insécurité. Et cette insécurité corporelle va forcément impacter ce qui se passe dans la relation avec les autres. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Voilà. Mais sinon, s'il ne veut pas parler aux inconnus à 5 ans, c'est une excellente idée. Inutile de parler aux inconnus. En revanche, on peut lui enseigner à rencontrer et à faire que quelqu'un devienne connu. Et on peut lui enseigner un petit peu aussi plus de choses, c'est-à-dire que quelquefois on est là, on lui dit « Tu ne parles pas aux inconnus, tu ne prends pas des bonbons des inconnus !» Et donc l'enfant dit « Ok, je ne prends pas des bonbons des inconnus. » Et puis on va au marché. Et là on rencontre la poissonnière. Moi je ne la connais pas. Mais maman la connaît. Et elle commence à lui parler. « Et pourquoi tu dis pas bonjour ?» Et tu m'as dit de pas dire bonjour. Et du coup, voilà, souvent on est un peu entre deux, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc là, on a vraiment besoin de pouvoir dire à l'enfant, et ouais, hein, je t'ai dit de pas dire bonjour à un inconnu. Et c'est vrai, cette dame, tu la connais pas encore? Eh bien, et là je me mets à sa hauteur, c'est madame
madame, machin, elle nous vend le poisson, effectivement, là tu la vois pas avec le poisson parce que là elle fait ses courses à elle, etc. Et du coup, l'enfant peut la rencontrer. On a besoin de présenter. Nous, les adultes, nous avons tout de suite un projet avec les gens, nous les connaissons. Un enfant a besoin d'un peu plus de temps pour se faire un projet avec la personne, pour identifier quel type de rapport je peux avoir, moi, avec cette personne. Et c'est pour ça que quand vos invités arrivent, vos enfants se cachent, surtout à 5 ans, derrière vos jambes éventuellement, et au bout de quelques temps, peut-être selon les enfants, dès que la personne sera assise, et va venir pour lui proposer soit un dessin qu'il a fait dans sa chambre, soit tu veux venir dans ma chambre pour regarder quelque chose, etc. Donc le lien pourra se faire. On peut faire confiance à ça, et en tout cas, inutile de lui mettre ni l'étiquette de anxieux, ni l'étiquette de timide. Aucune étiquette d'ailleurs. Les étiquettes, ça a tendance à coller. Comment aider l'enfant à sortir d'une tempête émotionnelle? Après, écoute active et empathie. Alors là, une tempête émotionnelle, c'est pas la peine de faire de l'écoute active, ni de l'empathie. Preuve, ça marche pas. Pourquoi? Une tempête émotionnelle, c'est pas d'émotion, c'est une tempête électrique. Et on a trop tendance, comment on ne sait pas, on a eu zéro information à l'école, nous, hein, sur c'est quoi une émotion, c'est quoi un sentiment, c'est quoi un parasite. Donc, du coup, tout ce qui bouge un petit peu, qui fait des cris et tout, on dit c'est une émotion. Et alors, on voit l'enfant qui se met à crier dans tous les sens et tout, et là on est là, ah, tu es très en colère. Ça fait que le mettre encore plus en colère. Donc, l'empathie, c'est hyper utile, et lorsqu'on fait de l'empathie, ça descend l'émotion immédiatement. En fait, une émotion, l'expression d'une émotion, ça dure 1 minute. Si ça dure plus d'1 minute, si ça dure plus de 3-4 minutes, ça n'est pas une émotion. C'est une réaction émotionnelle, parasite, ou simplement un excès de stress. Et ça ne se gère pas pareil. Si c'est une émotion, j'écoute l'émotion. Oh, c'est vraiment pas juste. Et l'enfant dit, oh, c'est pas juste. Et hop, on peut faire autre chose. Mais si c'est pas la vraie émotion, je peux toujours accueillir, vas-y, dis ta colère et tout. Ça va juste la majorer. Quand un enfant vit quelque chose, je peux essayer que si mon empathie marche, si ça ne marche pas tout de suite, c'est que ça n'est pas de l'émotion. C'est autre chose. Il se passe autre chose. Déjà, une émotion, c'est un processus. C'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Par exemple, une voiture me fonce dessus. Boum, on sent les hormones, tout monte à l'intérieur, jaune. Ensuite, on est en tension. On fait le geste juste là pour réussir à mettre notre voiture droite. Puis après, une fois que c'est fini, on descend de la voiture et là on tremble et on pleure. On voit bien que la peur, elle a commencé du début. Le plus souvent, nous appelons émotion ce qui est en réalité la libération de l'émotion. En fait, le moment où l'enfant pleure, crie, il est en train d'exprimer, il est en train de se libérer de l'émotion. Si on ne lui permet pas de se libérer de l'émotion, il va rester en tension. Parfois, il vit une émotion à la crèche, une autre émotion, à chaque fois il dit rien, il garde le sourire, il arrive à la fin de la journée, c'est papa, bon, il garde encore, on arrive et c'est maman. Et là, dès que maman est là, maman, figure d'attachement. Donc, ouf, ça y est, il commence
commence à y avoir de l'ocytocine dans le cerveau. L'ocytocine relâche les tensions et paf, toutes les tensions sortent. Et donc, bien sûr, on attend un petit truc. Donc, on attend qu'elle nous donne pas le gâteau qu'on voulait, ou une petite frustration, un machin. Mais et là, ça va dans tous les sens. Et là, la maman dit, oh, je comprends, tu es fâchée parce qu'il n'y a plus les céréales que tu voulais. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est juste, ça veut dire, j'ai eu une sacrément dure journée. Donc, l'empathie, c'est, eh ben, t'as eu une dure journée. Parce qu'en fait, ça n'est pas juste une émotion, mais tout un paquet d'émotions qui ont gonflé, 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 et simplement, l'enfant y jette tout partout. Une émotion de colère, c'est comme ça. Si c'est comme ça, ça n'est pas de la colère. Si l'enfant est dans une crise comme ça, une tempête émotionnelle, une tempête, c'est dans le cerveau des phénomènes électriques un peu dans tous les sens, de la chimie un petit peu dans tous les sens, et l'enfant a vraiment besoin que je l'aide à calmer cette tempête. Et l'empathie va pas suffire du tout. Juste l'empathie en lui disant, dis donc, c'est une sacrée tempête dans ton cerveau. Mais, la diapo qui va avec. L'émotion, c'est de la chimie entre les neurones, des hormones et un influx électrique. Mais tout n'est pas émotionnel. Et parfois, ce n'est que du stress. Lorsque l'enfant est sous stress, en fait, dès qu'il est dans une situation où il a soit accumulé des tas d'émotions, soit il a accumulé tout un tas d'émotions, soit il est sous contrainte, quelque chose est trop difficile, soit il y a eu trop de stimulation, genre on l'a emmené à un mariage. Le mariage, c'est très sympa, mais il y a beaucoup de monde qui me tripote, qui me disent bonjour, etc. Bon. Et c'est beaucoup de stimulation, on mange un petit peu toutes sortes de trucs, parfois on prend un peu de champagne dans le verre de quelqu'un. Bref, c'est beaucoup de stimulation. Si je suis un petit enfant, mon cerveau, rapidement, il disjoncte et à la fin de la journée, je fais une grande crise. Le stress, ça peut être parce que, eh bien, j'ai pas reçu suffisamment de carburant, pas assez d'attachement aujourd'hui. Et donc, j'ai eu trop de choses, trop besoin de m'adapter, et j'en peux plus. Et donc, la tempête se déclenche dans le cerveau. La tempête, c'est un influx nerveux, un phénomène électrique qui se propage dans le cerveau et qui fait que l'enfant n'a plus contrôle de ses mouvements. Pas la peine de lui dire « calme-toi !» Parce que quelquefois, même nous, on n'arrive déjà pas à se calmer, donc... Mais donc, première chose, je me calme et j'accompagne l'enfant à se calmer. Il ne peut pas se calmer tout seul. J'ai besoin, moi, de le calmer. Parce que dans son cerveau, c'est la tempête. Vous avez vu une tempête? Il y a des éclairs, tout ça. Donc, je ne peux pas juste lui dire « calme-toi ». Il ne peut pas réussir. J'ai besoin de l'aider. Le stress, dans son corps, il y a aussi de la chimie. Il y a du cortisol qui est sécrété, il y a de l'adrénaline dans son cœur, il y a toutes sortes d'hormones qui sont libérées dans son corps et qui font qu'il a tellement de tonicité que ça va dans tous les sens. Mais c'est surtout ça. Dès que c'est dans tous les sens, ça n'est pas de la colère, ça n'est pas de l'émotion, c'est que du stress. Et la réponse face au stress, la réponse en urgence, le câlin. En premier, quand vous faites un câlin à un enfant qui est comme ça, il fait quoi? Il se débat, il essaye de vous rejeter. C'est normal. Le stress, nous sommes équipés, nous avons 3 réactions pour faire face au stress. Tous les mammifères, attaque, fuite ou immobilisation. Lorsque... Là, il y a tout à l'heure sur la diapo, il y avait l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est cette petite glande dans le cerveau, pas les amygdales de la gorge, pas les mêmes. Donc, petite glande là,
haut qui déclenche libération d'hormones, circuit électrique là, et donc on est comme ça. Et première réaction de stress, attaque. Si je ne peux pas attaquer, et donc ce truc-là c'est dans le sens attaque, dans tous les sens, ma mère me prend dans les bras, du coup ça diminue un petit peu ma tension, je vais accéder à la deuxième possibilité, la fuite, ou plus précisément, je cherche à esquiver. Et donc je vais soit repousser ma mère, soit chercher à fuir, esquiver. Quelquefois on ne comprend pas pourquoi on crie sur notre gamin et paf, il part de l'autre côté de la maison. C'est simplement que nous avons déclenché son circuit de stress et son cerveau lui dicte automatiquement de courir de l'autre côté. Et au bout d'un moment, donc il se calme. Pourquoi prendre dans les bras? Lorsque nous prenons dans les bras, lorsque nous touchons, lorsque nous faisons un câlin, et même quand nous regardons tendrement un enfant, nous déclenchons dans son cerveau la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la relation, c'est l'hormone qui lui permet de petit à petit calmer son cerveau. Et donc, je le tiens dans les bras jusqu'à ce qu'il soit un peu calmé. Dès qu'il est un peu calmé, je le lâche, je le retourne vers l'extérieur, et là, oh regarde, il y a ceci, cela, je l'intéresse vers l'extérieur. Parce que nous les mamans, on le garde dans les bras. Donc du coup, le bébé, l'enfant, se dit, tiens, elle me garde dans les bras alors que ça doit être qu'il faut que je repleure. Et on recommence. Donc voilà, du coup, ça en finit pas. Mais en réalité, une émotion, dès qu'on l'accueille, ça s'arrête très vite. Le stress, ça peut durer un peu plus longtemps, bien sûr. Deux manières de gérer le stress. Première chose, donc, le câlin. Deuxième option, je lave. Pouvoir personnel. Et dans un premier temps, bouger. Donner la permission de taper dans les pieds. Tape dans tes pieds. Pour qu'il puisse gérer une tempête émotionnelle, il est en pleine tempête, vous lui dites pas, bon alors tape dans les pieds. Ou alors souffle dans un ballon. Ça marche pas. Vous avez à lui enseigner. La parentalité positive, c'est fournir des ressources à nos enfants pour qu'ils sachent les utiliser en situation. Donc, quand je sais que en fait, on a tous besoin de lui enseigner ça. Donc, cette semaine, vous enseignez à votre enfant la technique de, par exemple, souffler. Ou alors taper des pieds. Mais prenons souffler. Souffler est une bonne façon de réguler le stress. On souffle comme ça. Pour souffler comme ça, on prend une paille, un verre, et on lui enseigne à souffler dans le verre pour faire des nœuds. Il va adorer. Un peu plus grand, on lui enseigne à souffler dans un ballon. Une fois qu'il a bien compris la technique, on peut aussi jouer avec la paille. Ensuite, on enlève la paille et on souffle pour faire voler un petit mouchoir en papier. Bref, on joue à souffler. Une fois que c'est bien acquis et que dès qu'on dit souffle, il souffle, on passe à la suite. On profite d'un moment où on s'énerve. Et donc on est au feu rouge, on dit « Ah, il m'énerve ce feu rouge, j'ai envie de bousculer, de... » Je vais plutôt souffler. « Ah, elle m'énerve, mamie, là, je vais plutôt souffler. » C'est-à-dire qu'on dit à haute voix ce que nous faisons. On montre que nous aussi on s'énerve et on montre comment on fait pour réguler le stress. Alors, évidemment, s'il est ado déjà, il va vous regarder un drôle d'air. Mais pourquoi pas? Fournissons des outils. Ensuite, il a commencé à nous voir, il a associé donc l'imitation. Ensuite, on joue avec lui, avec les Playmobil, on joue
Et il était fâché, il s'énervait, il avait envie de le taper. Il souffle. Et comme ça, donc, on raconte les peluches qui se mettent à souffler, tout ça, chaque fois qu'elles sont énervées. Et donc, petit à petit, dans le cerveau de l'enfant, il associe énervé, on souffle. Ensuite, semaine suivante, une fois que c'est bien intégré, on joue à four de faux. Alors là, ça c'est un truc aussi. Vous êtes énervé contre votre gamin. Vous rajoutez four de faux juste avant. Ça guérit tout. Vous dites, au lieu de dire « Ah, je suis très énervé, j'en ai... » Vous dites « Four de faux, je suis très énervé. » Du coup, ça va. « Four de faux, je suis très énervé, je vais souffler. » Et à toi, four de faux, tu serais énervé et tu soufflerais. Et donc on joue à four de faux pendant un petit moment. Et ensuite, on observe. Et là, on est tous surpris de voir notre enfant qui, à un moment où on s'énerve, tu devrais souffler, maman. Mais aussi, surtout, il commence à s'énerver et vous allez le voir souffler. Et s'il ne le fait pas spontanément, vous passez nonchalamment à côté au moment où sa tour de cube s'effondre et vous lui dites « souffle ». Comme ça lui rappelle et au lieu de se mettre à faire une tempête, il souffle. Donc, plutôt que de gérer les tempêtes, on va éviter les tempêtes. Et une autre chose pour éviter les tempêtes, c'est... Vous voulez bien lire ce qu'il y a écrit là-dessus? Vous avez un micro, vous? Donc, une sucette, un bonbon acheté dans une boutique. Eh ouais, je sais, c'est difficile, il faut une loupe. Vous voulez les lunettes? Hein? Trop petit. Quelqu'un d'autre? Déjà, ça nous donne une info. Au supermarché, il faut partir avec une loupe. Allez, vous lisez. Faut trouver là où c'est en français. Déjà. On trouve là où c'est en français, et c'est à peu près au milieu, avec le micro. Une fois que vous avez trouvé la phrase. Avec le micro. Pendant ce temps-là qu'elles essayent de déchiffrer, je vous donne un autre truc. Pour éviter les crises, au lieu de dire à un enfant « Bon, maintenant, c'est l'heure d'aller au bain », vous dites « Oh, je crois que c'est l'heure d'aller au bain ». Ça marche. Une autre maman, pendant ce temps-là, vous déchiffrez. Hein. Une autre maman, elle a joué au square. J'ai vu ce truc sur Facebook aujourd'hui. Super idée. Au square, elle joue et tout, son gamin, super heureux, tout va bien. Et ça va être l'heure de rentrer à la maison. Je vais encore avoir la crise. Au lieu d'avoir une crise, j'anticipe, qu'est-ce que je... Ah! Et là, elle a eu l'idée de génie. Elle dit à son gamin, et si on rentrait à la maison comme si on était des éléphants? Et ils ont commencé à marcher, et donc elle dit sur Facebook, eh ben, on a été jusqu'à la voiture comme si on était un éléphant, un moustique, etc., etc. Jouons avec les enfants, parce que nous déclenchons des réactions incroyables rien qu'en fronçant les sourcils. Quelquefois, on ne comprend pas, on joue avec notre gamin, on joue, on est heureux et tout, et puis tout à coup, nous, parce que les adultes, c'est un peu spécial. Les adultes, déjà, tout ce qui ne marche pas, ils le refont. Mais surtout, les adultes, ça sépare le jeu de « maintenant, on est sérieux ». Et donc, on est là, on joue là, et tout d'un coup, on se relève, on fronce les sourcils et on dit « bon, maintenant, c'est l'heure d'aller dîner ». Et là, on déclenche une crise. Et on ne comprend pas, on dit « mais attends, j'ai joué 2 heures avec toi, t'en as jamais assez ». C'est pas qu'il en a jamais assez, c'est que pendant 2 heures, oui, j'ai rempli son réservoir. Mais après, au lieu de garder le réservoir rempli et de dire « oh, c'est l'heure d'aller dîner », ou alors simplement dire « le premier à la cuisine pour aller dîner ». Un truc marrant, sympa. Au lieu de faire ça, on fronce les sourcils. Or,
Tous les humains, on est fait pareil. Dès que nous fronçons les sourcils, nous déclenchons chez l'interlocuteur une chute du tonus musculaire. Et donc, hop, figement, immobilisation. Ça déclenche du stress. Pour quelle raison je déclenche du stress chez mon enfant alors que... voilà. Et donc, cessons de vouloir être absolument sérieux. Continuons de jouer. Ça y est, vous avez réussi à déchiffrer? Oui. C'est bon. Le micro. On écoute. Alors, on entend là? Oui, non. Non. Il marche. Alors, non, on n'entend pas. Si. Oh, bien près de la bouche. Voilà. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Et ouais, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Vous vous rendez compte que c'est écrit? Vous l'avez déjà vu écrit sur des trucs? Bravo, c'est que vous avez pris vos lunettes. Mais le problème, c'est que 19 colorants ont eu droit à cette mention obligatoire. L'Europe a tellement de dossiers sur la question qu'on sait aujourd'hui que ça a des effets indésirables sur l'activité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gamin, il mange ça, il vous fait une crise dans l'heure qui suit. Mais vous n'avez pas réalisé ça. Et donc, mais il n'y en a pas que sur les bonbons. Cette petite mention, vous le trouvez sur des raviolis, des plats préparés, des surgelés, toutes sortes de choses. Là où c'est pas juste, c'est que les grandes marques ont enlevé de leur, donc Haribo, Mars, Bounty, tout ça, vous n'en avez plus. Ils ont enlevé, parce qu'ils ne voulaient pas écrire cette mention-là. Mais dès que l'on rentre dans le pas cher, il y en a encore. Encore une injustice sociale de plus. Et vérifions que dans les cantines, ils ont enlevé de la nourriture des enfants les organophosphates, les perturbateurs endocriniens, les excès de sucre blanc, le lait écrémé, pasteurisé, etc. Tous ces produits qui abîment le cerveau. Vérifions chez nous aussi. Il n'y a pas que les émotions. Parfois on croit que c'est les émotions, mais c'est juste que le carburant que les enfants ont dans leur organisme ne leur permet plus de maîtriser leurs réactions émotionnelles. Et donc, ils vont déclencher des tempêtes. Ça n'a rien à voir avec l'émotion. Quand on a 2 ans, c'est naturel de faire des crises de colère. Pas plus d'une fois par semaine. Si on commence à avoir un gamin de 2 ans qui fait 2-3 crises par jour, attention, qu'est-ce qu'il mange? C'est pas juste naturel. Bien sûr, évidemment, si nous, on est un parent super autoritaire, à lui donner des ordres et tout, c'est clair que l'enfant va se rebeller. C'est sûr. Mais le plus souvent, si un enfant fait des tas de crises, c'est vraiment pas sous son contrôle et nos techniques de souffler vont pas être suffisantes. Il a besoin de modifier son carburant. Et donc nous avons à être attentifs à ça. Qu'est-ce que a l'enfant à l'intérieur de lui? Une dernière chose avant de se séparer. Quelquefois nous prenons pour de l'émotion ce qui n'est pas de l'émotion. On a vu un certain nombre de choses, mais une femme a découvert quelque chose d'absolument fantastique. Et regardons. To the pre-cry sound, and I've been pulling elements out of the whole cry. I've been listening to the whole cry. Priscilla says that all newborn babies Donc, cette femme, Priscilla Dunstan, donc ça c'est Oprah Winfrey aux États-Unis, et Priscilla Dunstan a l'oreille absolue, elle est cantatrice, et un jour, elle s'est retrouvée avec son bébé dans les bras, et
Évidemment, le bébé pleurait, elle savait pas quoi faire, elle était totalement démunie. Elle s'est dit, mais si j'utilisais mon don pour comprendre ce qu'il veut me dire. Et voilà ce qu'elle a trouvé. Oups. Je m'en Quand on entend un bébé dire ça, quand il dit « né », on peut croire. Il n'est pas content. Il veut quelque chose. Il veut encore les bras. Non, il a faim. Pourquoi? Priscilla, elle a décodé, elle avait capacité d'entendre la structure du son. Et du coup, elle a regardé la structure de tel son, donne ensuite je arrive à le calmer avec telle chose. Et ensuite, après avoir pu comprendre son petit bébé, elle a écouté d'autres bébés. Tous les bébés du monde font les mêmes sons pour dire les mêmes choses entre 0 et 4 mois. Pourquoi? Parce que quand vous avez faim, automatiquement vous avez le réflexe de succion. Et donc le bébé fait le réflexe de succion et en même temps il sort le son et ça sort en faisant né, en mettant la langue au palais. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le même son quand c'est moi adulte. Next word is owl, and that's a word for sleeping, and this is based on a yawn reflex. So le mot pour dire j'ai sommeil, qui va complètement nous changer la vie, parce que quelquefois le bébé dit né et nous on essaye de l'endormir, et ça ne marche pas, et après au bout d'un moment il se met à hurler, et on ne comprend pas. Mais au moment où il dit le mot pour je veux dormir, nous on se dit oh tu veux que je te prenne dans les bras, et hop, on le réveille. Écoutons un bébé qui... Universal sounds, and all babies all over the world use the same sounds. The words sound similar when you first hear them, but Priscilla said that to them excusez-moi. so, and you have an oval-shaped mouth. Et donc on pourrait croire que ce bébé veut... Alors peut-être que je le prenne dans les bras, parce que certains bébés s'endorment plus facilement dans les bras, mais ce son-là veut dire j'ai besoin de m'endormir. J'ai besoin que tu m'accompagnes dans le sommeil. Et si on entend ça, quelquefois, nous on se met à réveiller le bébé. Ah, il veut que je joue avec lui, etc. Et du coup, il y a des problèmes de sommeil après. Now, you've uncovered a word that you say. Vous avez vu la tête qu'a fait la maman? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'entendre « il a sommeil », elle dit « oui, il souffre ». Mais non, il ne souffre pas, il a juste sommeil. Il veut juste pouvoir s'endormir tranquillement. Means discomfort. What is that? Yes, this is the word hep, and you're listening for the H part of the sound. Because hep and nep. Ça veut dire je suis pas confortable. Quelque chose me gêne. Ma couche est mouillée ou la ceinture de sécurité me est trop dure. En tout cas, c'est quelque chose me gêne, mais est inconfortable au niveau du toucher. Air, and this is the lower sound. So if you imagine that your stomach is tightened down here and you go. Et donc là, elle va faire le son pour les gaz qu'on a dans le bas de l'estomac. Then, yeah. Donc ce bébé n'est pas en colère du tout. Inutile de le bercer. Il a des gaz dans le bas du ventre et donc il a besoin qu'on le porte à l'horizontale. Parfois il a un rond coincé. Et donc s'il a un rot coincé, il a besoin de faire le rot. Quelquefois, l'enfant, on vient de le nourrir, on l'a pas nourri, il a déjà fait son rot, on ne pense pas qu'il puisse en avoir un autre à faire et tout. En fait, il nous dit ce qu'il est en train de vivre. Et je vous présente Leila, qui fait partie de Harmonie et qui s'est formée à l'écoute des pleurs des bébés. Et donc,
Tu travailles à... Tu travailles où? À Loris. Et donc Leïla travaille à Loris. Et voilà, et nous allons toutes les deux développer avec aussi Claude. Que tout le monde te voie. Et voilà, et Claude aussi qui est pédiatre. Où ça? À Lambesque. Pédiatre à Lambesque. Et donc nous allons travailler toutes les trois pour dans la région, diffuser ces techniques. Parce que ça change la vie. Et vous avez le livre de Priscilla Dunstan, Il pleure, que dit-il, à offrir à toutes les mamans enceintes que vous connaissez. Parce que du coup, moi je me suis sentie tellement impuissante avec mes bébés. C'est hyper dur de savoir ce qu'ils veulent. Et maintenant, grâce à Priscilla, qui, là, on a entendu 5 mots, dans le livre il y a 12 mots, qui nous permettent de comprendre beaucoup mieux nos bébés entre 0 et 4 mois. Et voilà, tout n'est pas émotion, et quand c'est une émotion, on écoute. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des émotions. Les émotions, c'est juste des efforts d'adaptation. Et donc, vous vous êtes adaptés beaucoup là, en restant assis à m'écouter. Nous arrivons à l'issue de la conférence, et donc je vous remercie beaucoup de m'avoir